Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 18 août 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, de l'économie, du XRP, un petit peu de Stobox et pour terminer la minute complotiste. Pas mal de gens aiment bien la minute complotiste et me demandent que ça soit un petit peu plus long. On essaiera de faire maintenant un petit peu plus long, d'aller un peu plus en profondeur et on va commencer par l'actu générale. Les géants financiers parient gros sur BlackRock, Bitcoin, ETF et il y a plus en plus de fonds d'investissement qui justement investissent. J'ai vu aussi hier le 3e fonds de pension en Corée qui justement a investi massivement dans l'ETF de BlackRock. Voilà, donc tout bon pour la crypto. De plus en plus, alors par contre pas bon pour le Bitcoin, de plus en plus centralisé et contrôlé, mais en tout cas pour la crypto c'est tout bon, il y a de l'argent qui rentre. On continue et on a Rheinmetall. Je ne sais pas si vous connaissez Rheinmetall, c'est une entreprise qui est allemande, qui est dans la défense et donc la défense est aussi spatiale. Et ils ont fait un contrat là avec les Américains assez important et ils essayent aussi de se développer justement sur le marché américain. Alors pourquoi je vous parle de ça? Personnellement, je ne l'ai peut-être jamais dit, j'achète des actions. Par contre, j'achèterai jamais de ma vie des actions dans la défense, que ce soit Lockheed Martin, etc., ou Rheinmetall, etc. Pourquoi? Parce que c'est juste une histoire de... je peux pas en fait, je peux pas investir dans quelque chose où ça va buter des gens. Je suis désolé, ça je peux pas, je préfère même crever de faim plutôt que de pouvoir acheter ce genre de choses. C'est juste déontologiquement. Par contre, pour les gens qui n'ont pas d'état d'âme, Rheinmetall peut être en tout cas intéressant parce qu'ils ont un contrat et comme je vous ai dit, la guerre ça fait des malheurs mais ça fait aussi le bonheur d'autres tout simplement d'autres personnes. Et vous voyez Rheinmetall, on peut voir là, hop, ça on voit un petit peu, vous voyez là, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est une des entreprises qui profite énormément de cette guerre et on voit l'action qui flambe et on va aller voir juste les holders, même si sur Yahoo Finance on peut pas tout voir, mais vous allez bien comprendre. Top Mutual Fund Holders, et là qu'est-ce qu'on voit déjà, c'est que des Américains presque. Fidelity International, donc ça c'est les fonds, et vous voyez là Vanguard, Fidelity, voilà, je pense que vous avez compris à qui profite le crime. On continue. Alors là c'est un article assez intéressant, là c'est sur tout simplement la crypto. Pourquoi les gestionnaires d'actifs, les courtiers ont besoin d'un stablecoin partagé? Alors je ne vais pas tout vous lire, mais en résumé, il y a trois... on va juste lire la fin. Donc en fait, vous avez trois sortes. Vous avez soit les CBDC qui peuvent être utilisés, soit les stablecoins ou les dépôts tokenisés pour ce qui est des investissements. Et pour sauvegarder l'avantage des stablecoins et de permettre aux investisseurs de former des MMF tokenisés à des moments précis, ça pourrait être extrêmement attrayant pour les trésoriers d'entreprise et les investisseurs institutionnels. Pour y parvenir, il a besoin d'argent tokenisé, idéalement celui où le gestionnaire d'actifs peut gagner un rendement. Et en fait, c'est ça le plus intéressant, peut gagner un rendement. C'est-à-dire que ils vont pas investir dans une CBDC parce qu'elle ne ramènera pas de rendement et un dépôt tokenisé non plus. Donc en fait, ça va se focaliser sur le stablecoin qui lui peut donner un rendement comme par exemple quand vous êtes sur Ondo, vous avez Built qui BlackRock va en fait vous reverser, je crois que ça va être 4 et quelques, 4,9%. Tout simplement de rendement à l'année. Et voilà ce qui va intéresser en fait que ce soit les investisseurs
Donc, des dépôts tokenisés pourraient potentiellement correspondre à la facture car les gestionnaires d'actifs peuvent toujours gagner un rendement. Cependant, il est encore tôt pour les banques à l'exception de quelques juridictions. Au cours des 12 prochains mois, la seule option viable pour l'argent tokenisé est un stablecoin. Voilà, donc c'est assez important de le dire et eh bien, on espère que Ripple pourra se frayer un petit chemin comme les autres. On continue, juste vous parler une petite minute. Bavarian Nordic qui actuellement a déjà un vaccin contre le monkeypox. Et juste pour vous montrer, comme d'habitude, qui sont les plus gros détenteurs, Vanguard. Vanguard, on a Vanguard encore, c'est que des stocks de Vanguard, Vanguard Tax Management Fund, Vanguard, etc. Voilà, vous avez compris. On continue et on va essayer de traduire en français. Sinon, je vais le traduire. La Malaisie qui adopte la technologie WorldCoin pour la vérification d'identité digitale. Voilà, la Malaisie vise à relever les défis nationaux et à libérer les opportunités économiques en adoptant une technologie de vérification biométrique de pointe. Voilà, donc ça va se démocratiser, je pense, dans pas mal de pays, surtout en Asie. On continue, les forces de l'ordre ont arrêté, ça c'est en France, ont détenu les hommes le 9 août et les estradront. Alors c'est pas en France qu'ils ont été arrêtés, mais ils vont être extradés en France pour faire face à des accusations et ils avaient en fait fait un piratage de plusieurs millions de dollars sur la plateforme de tokenisation Omnichem Holograph. On commence à donner des résultats. Les autorités françaises ont arrêté 2 personnes qui auraient pu être impliquées dans l'attaque. On a Trudeau qui avertit qu'un nouveau virus, pire que le Covid, va tout simplement eh bien, perturber les banques, l'essence et l'alimentation. Donc il a une boule de cristal, il sait les choses, parce que normalement une pandémie, on ne peut pas la prévoir à l'avance, c'est impossible, ça arrive comme ça. Mais lui, il a une boule de cristal et c'est pas le seul, parce qu'il y en a qui font déjà... qui l'annonçait déjà, logiquement, ça voudrait dire que ça a été tout simplement eh bien, programmé. On continue. Alors, on a une nouvelle de Mastercard et en fait, il y a maintenant possibilité, comme vous le savez, sur les échangeurs, il y a beaucoup de cartes, que ce soit Nexo, Binance, etc. Vous avez une carte Visa, où vous allez pouvoir acheter directement avec vos crypto-monnaies. Et cette fois-ci, ils essayent de, eh bien, d'aller encore plus loin. Maintenant, ça sera sur vos wallets privés. Et donc maintenant, MetaMask, on peut tout simplement, eh bien, sur le portefeuille d'Autogarde, eh bien, pouvoir acheter directement des biens avec une carte qui est liée à Mastercard. Voilà. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je pense que bonne nouvelle. Après, moi j'aime pas trop les trucs qui sont reliés directement à mon wallet. Chacun fait comme il veut. Personnellement, j'ai une stratégie, je vais vous la dire tout de suite. J'ai plusieurs wallets, j'ai un wallet, il est vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, il y a de l'argent, il y a des cryptos qui vont rentrer sur ce wallet. Par contre, ça sort pas directement sur les échangeurs ou sur autre chose, ça passe par un autre wallet. Je passe d'un wallet à un, il y en a un qui n'a pas de connexion directe avec d'autres choses, il aura une connexion avec mon deuxième wallet. Pourquoi je fais ça? Tout simplement par sécurité et voilà, chacun fait comme il veut. Le tribunal de Dubaï reconnaît les salaires crypto dans une décision établissant un précédent, c'est-à-dire que maintenant on peut demander à être payé tout simplement en crypto-monnaie à Dubaï. Alors là, je vais vous parler d'un petit article. La Chine va restreindre l'exportation d'antimoine, métal rare utilisé dans de nombreuses industries. Il faut savoir que l'antimoine, c'est beaucoup utilisé eh bien, pour l'industrie de la guerre. Entre autres, ça fait les explosifs, les munitions, etc. Et il faut savoir que c'est la Chine qui a un gros pourcentage, je crois que c'est au moins 60%
des capacités mondiales de production, et c'est eux qui exportent énormément, et en fait ils vont tout simplement faire une restriction aux États-Unis sur ce métal rare. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que faut bien comprendre que plus les BRICS vont être importants, c'est eux qui ont les ressources, plus ça va être dur pour l'Occident en fait de pouvoir même se armer, etc. Ça va pas être facile parce qu'en fait les métaux rares, les ressources, etc. c'est les BRICS, et si à un moment donné tous les BRICS décident de faire des restrictions, parce que là c'est une guerre entre les États-Unis et la Chine. Vous savez que récemment les États-Unis ont augmenté les frais de douane. Donc là, eux, ils ripostent en faisant ça. Et ça va pas être facile pour les Américains, en tout cas, parce que déjà, ils en produisent très très peu. Et il va falloir les trouver ailleurs. Donc les prix, à mon avis, vont flamber. Pour ceux qui ont de l'argent et qui veulent investir dans l'antimoine, eh bien, à vous de faire vos propres recherches. Je peux juste vous dire que le premier pays qui en produit le plus, c'est la Chine. Le deuxième, je crois que c'est l'Inde. Et le troisième, c'est la Bolivie. Peut-être pour ça qu'il y a eu un coup d'État il n'y a pas longtemps. Et c'est beaucoup des pays des BRICS de toute façon. Voilà, donc il y a des compagnies minières qui fabriquent en fait de l'antimoine. Et à mon avis, il y a peut-être des choses intéressantes à fouiller de ce côté-là. Je pense que les prix peuvent flamber. Alors, il faut savoir qu'aussi, ça n'a rien à voir, mais l'antimoine, à l'époque, même en France, c'était utilisé il y a très longtemps pour, eh bien, en fait, un peu comme un antipoison, même si c'est quelque chose, c'est un peu comme l'arsenic, l'antimoine, mais par contre, ça a été utilisé, par exemple, je crois que c'est Louis XIV qui a été empoisonné et qui a utilisé l'antimoine, et il a été sauvé grâce à ça. On continue, 159 pays sur le point d'adopter le nouveau système de paiement des BRICS. Donc, il y a évidemment une volonté eh bien de dédollariser et de plus utiliser le système SWIFT, qui n'ont pas confiance, puisque il y a des pays qui se font eh bien qui se font dégager de SWIFT. Donc il y a vraiment, là c'est vraiment quand même 159 pays, c'est quand même énorme. Donc ça bouge énormément. Et on en parlera tout à l'heure du système SWIFT. Je vais vous montrer quelques petits dossiers intéressants. On continue, on a FedNow qui maintenant a 900 institutions qui participent depuis son lancement. Depuis un an. Donc ça c'est très bon pour SHX, entre autres parce qu'ils utilisent énormément, ils sont en partenariat avec ACH comme FedNow, et il faut savoir que même pour Ripple c'est assez intéressant, puisque FedNow sont en partenariat avec Volante Technologies. Voilà. Au niveau des, je vous laisserai l'article, mais il y a énormément de, si on regarde un peu les graphiques, etc., au niveau de la valeur et au niveau du volume, ça n'arrête pas d'augmenter. Voilà, donc c'est une très bonne chose. En tout cas, il y a des connexions avec SHX, entre autres, et avec Ripple, avec Volante Technologies. Voilà, maintenant je vais vous parler un tout petit peu de la dette qui est passée de 35 milliards il n'y a pas longtemps, et ça avance à une vitesse incroyable. On est à 35 trilliards, je crois, 168 milliards, et en fait ça va très très vite. Ça va à une vitesse, mais c'est assez impressionnant. Et en fait, la question n'est pas de comment on rembourse une dette, mais la question c'est comment on rembourse les intérêts en fait de la dette, tout simplement. Ils en sont à ce stade-là. Ils sont obligés d'ailleurs d'imprimer et de racheter leur. C'est hallucinant. Ce système, il est complètement à la ramasse, et depuis longtemps.
sauf qu'ils l'ont en fait ils l'ont sauvé, et où on a vu qu'ils l'ont vraiment sauvé, c'est en 2008, où là tout allait tomber, et en fait ce qu'ils ont fait, c'est que là ça a été vraiment la grande alerte pour eux. Et je pense que, alors là, ils ont fait une grosse impression d'argent en 2008 pour justement pouvoir. C'est un peu comme si vous mettez un pansement, mais vous soignez pas le truc, juste pour colmater. Voilà. Mais là, on en est au stade où en fait, vous imaginez que vous êtes dans une barque, il y a de l'eau qui rentre et vous écopez. Mais à un moment donné, l'eau, elle rentre tellement que vous pouvez écoper. À un moment donné, la barque, elle va couler, et ils le savent, et je pense que c'est pour ça que, en fait, en 2008, ils ont vraiment cherché à trouver un autre système. Et comme par hasard, en 2008, qu'est-ce qui est arrivé? Le Bitcoin, les monnaies numériques, et c'est pas pour rien. C'est tout simplement leur plan de changer de système financier. Et je pense que par contre, ils vont pas le sauver. Là, ils vont encore le sauver avant les élections, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont plus le sauver, puisque leur but, c'est justement de changer le système financier. Et donc tout ce que vous voyez, les guerres, etc., les machins, les pandémies, enfin bref, tout ça, c'est fait exprès pour que ça s'écroule. Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont en fait, c'est une démolition contrôlée pour arriver à ce nouveau système financier. Donc en 2008, les gens, ils ont cru que ça y est, tout ça allait s'améliorer. Évidemment, ils ont imprimé comme des porcs, mais en fait, le patient, il était déjà mort sous respirateur artificiel. Et voilà, donc c'est ce qu'on a actuellement. On est témoin de ça. Et c'est pour ça que vous avez à la BIS, vous voyez, bon, ça date de quelques temps déjà, du 15 avril 2004, mais voilà, ils vous les annoncent. Finternet, en fait c'est l'internet de la valeur, le système financier pour l'avenir. Et là, on voit, j'ai sous-titré ce qui est le plus important: fondé sur une approche numérique et tirant parti de la tokenisation, les grands livres unifiés amélioreraient les transactions financières existantes, mais rendraient également possible de nouveaux produits transactions financiers. Nous décrivons la justification économique du Finternet ainsi que les éléments techniques, réglementaires et juridiques requis. C'est pour ça qu'actuellement vous avez des législations qui se mettent en cours. En outre, nous exposons 8 considérations fondamentales de la consommation qui, à notre avis, devraient faire partie intégrante du futur système financier. Je vous laisserai l'article, mais en fait, c'est tout simplement leur projet. C'est l'Internet de la valeur. Voilà, maintenant on va parler un petit peu du XRP après l'actu générale, et on a ici 104 millions de XRP mystérieusement transférés par des baleines. Alors c'est d'une adresse inconnue, un autre endroit inconnu, on ne sait pas. Donc il y a des mouvements, bon, il y en a toujours eu, mais c'est vrai que c'est quand même des gros montants. On continue, on a Immerse, qui est une société qui en fait va, vous allez pouvoir tout simplement, comme tout à l'heure ce que je vous ai parlé avec Mastercard, cette fois-ci Immerse va permettre que vous allez pouvoir tout simplement directement du XRP Ledger pouvoir faire des achats avec avec la Mastercard. Donc on a avec un système de connexion API, voilà. On continue toujours sur Ripple. Je vous parle souvent de Airwallex. Et Airwallex, la plateforme de paiement Airwallex dit que son volume de traitement annuel a dépassé 100 milliards de dollars. Cela marque une augmentation de 73% d'une année à l'autre, a annoncé jeudi la société australienne. La société a également noté qu'elle a connu une augmentation des volumes sur tous les produits tels que les paiements FX, les paiements et les émissions, avec un chiffre annuel proche de 500 millions de dollars. Voilà, je vous rappelle qu'ils sont en partenariat avec Ripple. Alors un article qui fait un petit peu rire. On a Market Pudding qui dit que l'XRP est la plus grande escroquerie, le plus gros scam dans la crypto monnaie. Alors il dit ça pourquoi en fait
Si vous résumez un peu l'article, c'est tout simplement parce qu'il dit que il y a eu en fait cette décision du juge et en fait le prix n'a pas bougé, il a augmenté peut-être de 20% et ensuite est retombé encore plus bas. Et pour lui, c'est juste de la manipulation et qu'en fait, il n'y a pas du tout, qu'il n'y a aucun, c'est juste que les gens de Ripple utilisent en fait le XRP pour se faire de l'argent et que normalement avec des bonnes nouvelles le XRP aurait dû monter. Alors déjà il faut savoir que en fait c'est pas fini, il suffit que la SEC fasse appel, elle a encore 1 mois et demi je crois, et puis donc c'est pas, de toute façon c'est pas terminé, tout n'est pas terminé, donc il faudra vraiment attendre et il y a d'autres paramètres qui pour l'instant que le prix, mais tant que c'est pas, pour l'instant c'est pas fini, il n'y a pas de, oui il y a une victoire sur le fait que c'est pas une sécurité, très bien, mais il y a encore possibilité qu'il y ait un appel, donc pour l'instant c'est pour ça que les spéculations sont pas forcément positives. On continue. Et le PDG de Ripple discute des chances que le XRP remplace totalement en fait Swift. Alors personnellement je pense pas que en fait le XRP va remplacer Swift. Je pense plutôt que Swift va être obligé d'utiliser une nouvelle technologie parce qu'en fait Swift c'est tout simplement c'est un peu obsolète et du coup ils vont devoir utiliser des nouveaux systèmes et c'est pour ça que je pense qu'ils utiliseront, enfin on l'a déjà vu dans des vidéos, hein, les preuves, mais qu'ils utiliseront eh bien la technologie Ripple. Peut-être qu'ils en utiliseront aussi d'autres, hein, il n'y a pas que Ripple, mais en outre, je pense qu'ils utiliseront Ripple. Donc là, ils mettent en fait en avant les lacunes de Swift et il a en fait raison. Et là, voilà, j'ai souligné, selon lui, le protocole Swift a un taux d'erreur d'environ 6%. C'est quand même énorme, hein. 6%, c'est sur des montants comme ça, et c'est 6%, je trouve que c'est énorme. Il faudrait voir ensuite Ripple, eux, leur taux d'erreur. Et je pense que le taux d'erreur, il doit être de 0,00 quelque chose. Donc voilà, mais je ne pense pas que ça va remplacer le système Swift. C'est juste que Swift utilisera cette technologie pour pouvoir s'améliorer. Si elle ne l'utilise pas, de toute façon, elle va effectivement mourir. Donc ils seront obligés d'utiliser une technologie plus moderne. Il faut savoir que Swift, déjà, il y a des préfinancements. Donc vous avez des comptes Nostrobosso et bien donc il y a déjà de l'argent qui est stocké des deux côtés et c'est pas bon pour en fait la fluidité, pour la liquidité, c'est pas bon. Ensuite vous avez des transactions qui peuvent échouer sur plusieurs étapes et c'est ça les 6% qui vous parlent. Donc l'avantage de Ripple, c'est qu'il n'y a pas de préfinancement déjà. Ensuite, il y a une vitesse qui n'a rien à voir. Sur Swift, vous avez 9 heures. Généralement, c'est à peu près 9 heures pour que ça passe. Alors que là, c'est sur Ripple, enfin sur Ripple, sur Expert Ledger, c'est en fait instantané. Vous avez une vitesse instantanée et en plus c'est au niveau de la messagerie avec une API, c'est le système de messagerie ISO 222 fonctionne. Voilà. Et justement pour vous parler de ça, donc on a Swift, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je vais vous montrer encore quelques connexions intéressantes. Et là on va regarder la CGI. Alors qu'est-ce que la CGI? C'est une des plus grandes entreprises au monde de services en technologie de l'information et en conseil au monde. Elle offre un panel de services, alors des développements de logiciels, des gestions des infrastructures, intégration de systèmes, etc. Et elle emploie énormément de monde, je crois que c'est pas exactement, mais des dizaines de milliers de personnes. Et
Et donc on voit CGI All Payment a intégré Swift comme mode sécurisé de transmission des messages financiers pour les virements électroniques et le traitement des paiements. Donc ils utilisent aussi le système de messagerie ISO 222. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est assez impressionnant. Donc ils ont intégré Swift, ça fait déjà pas mal de temps. Et là, on va juste regarder ça. 40% du volume des règlements des opérations mondiales de change est traité par CGI. Plus de 20% des transactions des paiements SWIFT sont traitées par CGI. CGI gère plus de 35% du volume de transactions au virement télégraphique aux États-Unis, environ de 3 à 5 milliards de dollars par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Nos relations avec nos 10 principaux clients bancaires à l'échelle mondiale remontent en moyenne à 27 ans. Et pourquoi je vous montre ça? Eh bien, on va aller fouiller. Alors, CGI, ça date de 2016. CGI contribue à l'adoption du registre des transactions grâce à la mise en œuvre d'un programme de validation de Ripple. CGI a annoncé aujourd'hui être la première organisation commerciale à mettre en œuvre le Ripple Validator Node. Ce programme de validation est un serveur qui vérifie les transactions effectuées par les technologies financières distribuées de Ripple sur le réseau. Le programme de validation Ripple est hébergé par CGI, ce qui constitue un partenaire réseau de confiance pour les clients du secteur bancaire souhaitant utiliser des technologies financières distribuées de Ripple en vue de traiter des transactions intérieures et internationales en temps réel. Donc c'est inévitable, de toute façon Swift va être obligé parce que les partenaires de Swift ont bien compris la technologie depuis déjà pas mal de temps, vous voyez 2016, et donc ils vont être obligés de l'utiliser. Voilà, j'ai terminé pour ce qui est de Ripple. On va juste terminer avec Stobox, et je vais essayer de traduire. Je vous parle souvent de Stobox même s'il n'est pas connu parce que c'est vraiment une entreprise qui va exploser, et pour l'instant le prix en tout cas n'est pas encore cher. Stobox s'associe à Defactor pour améliorer les capacités de la DeFi et de la tokenisation. Stobox est ravi d'annoncer son partenariat avec Defactor, une entreprise reconnue spécialisée dans les solutions de financement décentralisées. Cette collaboration devait tirer parti des forces des deux entités pour faire progresser le paysage des actifs du monde réel et de la tokenisation. Stobox et Defactor exploreront les offres de produits de l'autre, créant une synergie pour offrir des solutions améliorées à leurs clients et au marché en général. Stobox utilisera potentiellement les solutions de staking et d'emprunt de Defactor, intégrant ces fonctionnalités dans sa plateforme complète. Cette intégration placera Defactor aux côtés d'autres géants de l'industrie tels que Arbitrum, Chainlink, IDOS, Fractal ID, Chainalysis, Ondo, Finance, Uniswap, Statis et Circle et plusieurs autres partenaires honorables. Voilà, je lis pas la suite, mais c'est encore une bonne nouvelle. Je vous laisse un petit peu, si vous voulez aller, je vous laisserai le lien si vous voulez voir un petit peu Defactor. Mais Stobox, qui eux sont vraiment au niveau de la réglementation, ils sont comme Ripple, c'est carré, c'est vraiment, tout est carré, et eux ils sont vraiment en avance depuis très longtemps sur les réglementations, et même si on n'en parle pas beaucoup, ils ont quand même eu des gros awards. Le Paris Blockchain, c'est eux qui ont eu le award de la meilleure innovation, et je pense que vous entendrez parler de Stobox de plus en plus.
Voilà, j'ai terminé et on va parler de la minute complotiste, mais avant je vous fais un peu de publicité. Je rappelle juste, pour ceux qui veulent protéger leur wallet, quelqu'un m'a dit en commentaire qu'on pouvait mettre du papier d'alu. Effectivement, vous pouvez mettre du papier d'alu sur... ça fonctionne, puisque c'est la même chose. Vous voyez ici, ça c'est que de l'aluminium. Par contre, c'est pas terrible dans le sens où si vous voyagez, c'est galère. En plus, à l'aéroport, ils vont vous demander de virer l'aluminium. Et donc ça c'est quand même pratique pour ce qui est de voyager, se promener avec votre wallet, c'est quand même pratique. Par contre, si c'est juste pour garder chez soi, effectivement, je pense que du papier d'alu, ça peut suffire. Mais en tout cas, moi, j'en ai acheté un deuxième, parce que je pense que quand il va y avoir le bull run après, je pense que les vautours hackers vont sortir de plus belle. Voilà, maintenant on va parler de la minute complotiste. Alors je vais la faire un petit peu plus longue. Accrochez-vous un petit peu. On va commencer par un PDF. Je vous le laisserai. Non, ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires, ceux qui veulent le PDF, je vous enverrai le lien. Je vous répondrai avec le lien pour ceux qui sont intéressés. Mais c'est un truc de ouf. Ça date de quelques années, pas mal d'années quand même. Mais en fait, tout ce qui se passe actuellement, c'est dans ce PDF. Et ça s'appelle Scenario for the Future of Technology. Et je vous laisserai un petit peu le lien. Ça vient des Rockefeller Foundation, de la fondation des Rockefeller. J'ai juste mis un petit passage. Je vais essayer de vous le traduire parce que c'est quand même assez intéressant. Alors regardez, le gouvernement chinois n'était pas le seul qui a pris des mesures extrêmes pour protéger les citoyens des risques et des expositions durant les pandémies. Les leaders nationaux du monde entier ont durci leur autorité et imposé des règlements et des lois, des restrictions comme les mandats de porter des masques, la température dans les endroits publics, les stations de train, les supermarchés, même si... Alors il faut savoir que, je vous rappelle que ça, ça date pas de 1 ou 2 ans. Hein. Ce PDF date de pas mal d'années. Et en fait, vous avez déjà tout le narratif de ce qui se passe actuellement. Alors même si les pandémies, les contrôles plus autoritaires des citoyens et leur activité sont intensifiés. Au lieu de les protéger de la diffusion des problèmes globaux, des pandémies et les terrorismes transnational et les crises environnementales et l'augmentation de la pauvreté. Les leaders autour du monde prennent d'une main ferme le pouvoir. C'est exactement ce qui se passe. Et alors là, écoutez bien, vous allez être choqués. En premier, la notion de plus de contrôle du monde va s'accélérer avec l'acceptation et l'approbation des citoyens abandonnant leur souveraineté et leur vie privée pour plus d'états paternalistes en échange d'avoir une meilleure sécurité et stabilité. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que vous avez vu avec la pandémie, par exemple, c'est qu'en échange de la pic-pic, vous allez pouvoir aller au restaurant, vous allez pouvoir voyager, etc. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moins de liberté, mais plus de sécurité et de confort. Je ne sais pas pour les gens qui sont croyants ou pas,
Mais en tout cas, moi personnellement, il y a des choses qui ne sont pas que je ne peux pas accepter parce que pour moi, en fait, la liberté c'est vraiment le plus important et donc on va continuer, voilà, mais quand même ils vous le disent, c'est hallucinant. Alors, les leaders nationaux auront plus de latitude pour imposer leur ordre dans la façon qu'ils voient le mieux pour eux. Dans les pays développés, cela prendra des formes multiples comme l'identité biométrique pour tous les citoyens, par exemple la régulation des industries clés, la stabilité, la stabilité, ouais, alors je ne suis pas non plus bilingue, mais vitale pour les intérêts nationaux. Mais en résumé, franchement, ce petit chapitre vous explique vraiment tout. Et en fait, je laisserai, vous avez vraiment tout. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que vous voyez, scénario narratif. Et en fait, vous avez des scénarios narratifs, et en fait, c'est ce qui se passe. Tout ce qu'on voit, c'est la guerre, tout ça, c'est des scénarios narratifs. Alors évidemment, bien sûr, il y a des morts. Et en fait, ils ont je crois que j'avais vu, ils ont je vais essayer de le retrouver. Mais c'est un truc de dingue, comment c'est bien paramétré. Ils ont un outil en fait qui va en fait resserrer ou relâcher en fonction de la réaction de la population, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où ils seront obligés de relâcher certaines choses, ça s'appelle des variantes, c'est des curseurs en fait, où ils vont tout simplement paramétrer en fonction des réactions. Alors je sais pas où je l'avais vu. Ouais, en tout cas, je l'ai vu, j'essaie de le retrouver, mais il y a des curseurs en fonction des réponses de la masse, en fait. Voilà, j'ai presque terminé. On va bien sûr terminer par un petit peu de gématrie. Et le 14 août a été le moment où a été déclarée l'urgence sur le monkeypox. Et on va donc, vous voyez, c'est ici, le 14 août 2024. Maintenant, le 11 août 2024, c'était la fin de la 33e, les 33e Jeux Olympiques. Donc rappelez-vous du 33. Et là, on voit 14 moins 11, donc c'est 3 jours. Donc vous avez le 3. C'est-à-dire que c'est 3 jours après la fin des Jeux Olympiques que le monkeypox a été déclaré d'urgence pandémique. Voilà, j'ai pas fini. Le 13 juillet 2024, on avait déjà vu, c'était la tentative d'assassinat comment s'appelle, de Donald Trump, et on remet sur la date par rapport à la date du 14 août, et qu'est-ce qu'on voit? C'est 33 jours. On va continuer et on va regarder le calendrier actuel. Le 14 août, vous voyez le 14 août 2024, on va regarder la semaine, c'était la semaine du 33. Ici, semaine du 33. Voilà, donc eh bien écoutez, j'ai fini, mais le 33 n'est pas un chiffre, le 3, et le 33 n'est pas un chiffre anodin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si mon travail vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao!